venir avec Madame Sylvie Fortin du CHSU Sainte-Justine à Montréal pour la prévention de ce syndrome du bébé secoué. D'abord, un grand merci de l'invitation. Ma partie, je vais essayer de la faire assez succinctement comme mes prédécesseurs. Je trouve que la table est déjà très bien mise. On sait qu'est-ce que c'est le syndrome du bébé secoué, depuis quand ça existe, quelles sont les lésions. Alors, je pense que c'est la base nécessaire pour pouvoir penser faire de la prévention. Je vais vous exposer un petit peu la pertinence. Est-ce que c'est pertinent la prévention? Est-ce que c'est déterminé que c'était pertinent? Qu'est-ce qu'on a fait nous? Est-ce que c'est facile d'en faire? On a fait un certain balisage. Alors, je vais vous présenter le programme qu'on a élaboré à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Un peu de théorie, le cadre logique sur lequel on s'est basé et la théorie derrière comment on peut expliquer le syndrome du bébé secoué. Et je vous présenterai plus précisément chaque phase de notre programme de prévention au Québec qui vise tant les hôpitaux, la communauté et même les urgences. Alors, on sait que la prévention, en petite introduction, le docteur Vincent nous a dit que le syndrome des secoué avait été identifié même au 19e siècle, mais vous savez, la prévention, ça a été très tardivement qu'on a commencé à en parler. Dans les années 90-92, déjà, j'ai plusieurs collègues en prévention experts qui n'y sont plus, dont J.C. Shower qui est allé en 90. Alors, je présente ici un extrait finalement de plusieurs papiers. Est-ce que c'est pertinent la prévention? Qui en a parlé? Alors justement, le premier papier, c'est J.C. Shower qui en a parlé en 92. Elle a distribué 15 000 parents, 15 000 informations à la naissance dans un centre hospitalier. C'est un petit dépliant d'informations. Sur ça, à peu près 90% des parents lui ont répondu que c'était nécessaire que tous les autres parents aient cette information-là. Et j'ai fait dérouler rapidement d'autres auteurs qui ont démontré la pertinence de la prévention, et certains de ces auteurs-là, on pourra toujours en rediscuter, c'est certain. Certains auteurs sont arrivés à une diminution de syndrome. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la mission de votre établissement? C'est quoi la mission de votre ville? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle clientèle vous voulez viser? Dans quel but vous voulez prévenir? Parce que je pense que l'auditoire est couvert d'un ensemble de professionnels de diverses disciplines. Alors, ça va être bien important de retenir un message à la fin de cette présentation-là. Comment on va prioriser parmi tout ce qui peut se faire et peut-être même parmi ce que vous faites déjà. Parce que ce qui arrive depuis, en fait, moi, je suis à l'hôpital Sainte-Justine déjà depuis 1986. J'ai eu mon premier cas de syndrome du bébé secoué en 1996. Et j'ai commencé à faire mes travaux sur la prévention autour de 2002. À ce moment-là, évidemment, il y avait déjà quelques balbutiements de faits aux États-Unis, mais très peu. Mais ce que je me suis vite aperçue, c'est que rapidement, quand on vient entendre des conférences, quand on va dans des formations qui parlent du syndrome du bébé secoué, on est vraiment touché par le phénomène. On veut faire quelque chose tout de suite en sortant de la salle. On veut faire quelque chose pour nos familles, pour prévenir, pour ne pas que ça arrive. Et à ce moment-là, ici, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme on amorce un processus de réflexion, de prévention, et toute l'amorce scientifique, théorique de la compréhension du phénomène, vous l'avez fait. C'est ce qui est intéressant. Alors là, c'est un bon, je trouve, timing pour se questionner qu'est-ce qu'on va faire pour la prévention. Où j'allais dans mon commentaire, c'est plus de dire à l'ensemble des gens qui sont ici, quand on veut prévenir, c'est bien, mais il faut prévenir de façon organisée, orchestrée et structurée. Si on part tous chacun de notre côté pour faire un dépliant, une information à la mer à tout le monde, parfois, ça ne donne vraiment pas l'effet estimé. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Québécois. Oui, en fait, j'ai mis plusieurs images qui peuvent exprimer un peu qu'est-ce qui peut être fait en prévention du syndrome du secoué. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller un peu plus loin à l'hôpital Sainte-Justine, à se pencher sur comment on peut comprendre le phénomène, comment on peut expliquer le syndrome du bébé secoué, quels concepts théoriques on peut mettre ensemble pour voir en amont du geste qu'est-ce qui se passe et comment on peut agir en amont du geste. Alors, on s'est questionné évidemment sur la pertinence de la prévention, sur la gravité du phénomène, sur l'ampleur du phénomène. Parce que souvent, on se fait dire, ben écoutez, c'est juste quelques cas, là, c'est pas si important que ça. Mais quand on regarde le nombre qu'on ne dépiste pas, quand on regarde les séquelles que ça fait et le taux de décès, et ici, on ne parlera pas des coûts de santé que ça entraîne, alors c'est énorme. Mais rapidement, souvent, on se fait dire, ben l'ampleur, il y en a quelques-uns, c'est pas tant que ça, hein? Bon, alors, il faut le déterminer, il faut l'identifier. La disponibilité, la faisabilité des interventions, en fait, quand on a commencé, il y avait très peu de programmes qui existaient, très peu d'évaluation aussi. En effet, il faut aussi évaluer les interventions qu'on va faire.
Et finalement, on a tenu compte justement des évaluations, des interventions qui étaient déjà amorcées. Alors, notre réflexion a été à identifier les causes sur lesquelles on veut agir. C'est vraiment à la faculté de médecine, chez nous, il y a des programmes évidemment d'évaluation. Il y a des formations d'évaluation de programmes dans lesquels j'ai suivi un parcours et on doit, en santé publique, pour agir, évidemment, comme vous savez, agir sur quelles causes. Il faut déterminer les causes de notre phénomène sur lesquelles on veut agir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le syndrome du bébé secoué? En fait, on veut agir sur le premier déclencheur. Comme nos météorologues vous l'ont dit, c'est quoi le premier déclencheur? C'est que le bébé va pleurer pendant un certain temps, pendant souvent longtemps. Mais encore faut-il considérer que pour un parent, des pleurs d'un bébé 10 minutes de façon très intense, c'est suffisant pour déclencher en lui toute une série d'émotions. Alors que pour d'autres parents que je rencontre à l'urgence qui me disent, ben, vous savez, Mme Fortin, ça fait 3 ans qu'il pleure, et puis bon, on commence à être un peu fatigué, mais ça va. Alors j'ai un parent 3 heures et un autre parent, ça fait 10 minutes. Toute personne peut se rendre jusqu'à un geste de secouer, mais il faut reconnaître sa limite. Alors, on agit sur les pleurs, on agit sur l'émotion de la colère qui peut survenir, et on agit en donnant des informations sur qu'est-ce que c'est le syndrome du secoué. En fait, avec ces concepts, on a essayé de rechercher un lien théorique. Sur quelle théorie, en fait, on peut se baser pour expliquer le syndrome du bébé secoué? Alors, on a regardé évidemment les théories de comportement. Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène par différentes théories de comportement? Oui, je vous dis, j'ai analysé 14 théories au total. On ne les passera pas toutes aujourd'hui. Mais en fait, on a analysé des théories de comportement, des modèles sociologiques comme Bandura, qui est un large modèle. Évidemment, le modèle basé sur l'écologie du développement, qui considère aussi les facteurs d'environnement, la région, le département dans lequel la famille vit, et les théories du stress, en particulier Lazarus et Folkman. On a aussi regardé toutes les théories explicatives des modèles de maltraitance infantile. En fait, si on avait pris un modèle de maltraitance infantile, un modèle théorique de maltraitance infantile pour expliquer le phénomène, on aurait donc limité nos enseignements et notre information à des gens qu'on a déjà identifiés comme étant maltraitants. Hein? C'est de la prévention secondaire parce qu'on a déjà identifié des risques chez ces personnes. Par contre, comme vous savez, le syndrome du bébé secoué peut survenir dans n'importe quelle famille, peu importe son statut socio-économique, peu importe sa scolarité, peu importe d'où ils vivent et quel a été leur passé. Évidemment, il y a des facteurs de risque, il y a des stresseurs dans certaines familles qui rendent les parents plus vulnérables et qui rendent le bébé plus vulnérable, mais tous et chacun d'entre nous, professionnels ici, je suis certaine qu'on a déjà vu des gens, en guillemets, riches et célèbres, qui ont perdu patience envers leur enfant, comme l'inverse aussi. Alors, c'est pour ça que nous, on a décidé de choisir, finalement, le modèle de Lazarus et Folkman, qui est un modèle basé sur le stress général. Comment on explique? Finalement, assez simplement, notre déclencheur, c'est les pleurs du nourrisson qui devient le principal élément stressant. Ce stresseur peut déclencher une diversité d'émotions chez le parent, jusqu'à l'émotion de la colère. Si cette colère n'est pas reconnue, identifiée et gérée, elle peut dégénérer dans un geste de violence, comme secouer le bébé. Alors, c'est le lien logique qui n'est pas linéaire, vous allez voir. C'est sur ces bases-là théoriques et logiques qu'on a construit finalement un modèle ou un cadre logique. La diapositive qui suit est quand même un peu lourde, ne vous effrayez pas, quittez pas. On va l'analyser concrètement parce qu'enfin, c'est bien d'avoir des bases théoriques solides pour après camper nos concepts qu'on va les évaluer et mesurer si vraiment on veut avoir un effet ultime. Alors, je vous présente donc le modèle logique sur lequel qu'on a construit. Alors, habituellement, je mets des carreaux pour cacher un peu l'ensemble de l'œuvre, mais j'ai confiance en vous, on y va, on va se lancer. Alors, c'est assez simple, je vais essayer d'utiliser ce petit truc peut-être. Puis, des objectifs très spécifiques. Par exemple, si j'essaie d'en lire un, identifier les pleurs comme le principal élément déclencheur du syndrome des secoués. Chaque objectif ici, si je fais cette action-là avec cette fiche et ces objectifs, si je fais l'ensemble de cette intervention, ultimement, je vais avoir un impact sur, premièrement, premier concept qu'on va mesurer, on devrait avoir une augmentation des connaissances des parents concernant les pleurs, la colère et le syndrome du bébé secoué. L'augmentation des connaissances et donc
le premier concept qu'on va aller mesurer, c'est un objectif à court terme. Le deuxième, vous aurez compris, augmentation des capacités de coping du parent face aux pleurs du bébé et face à l'émotion de la colère. Ultimement, modification du comportement et diminution du stress. Enfin, le modèle nous dit que si je fais cette action-là, ça va avoir un impact sur ces concepts et ultimement, j'aurai donc une diminution des traumatismes crâniens associés au syndrome du B-secoué. Un se fait donc en milieu hospitalier à la naissance. La phase 2 se fait en communauté, en CLSC à Montréal, qu'on appelle en communauté les services communautaires. Ici, je crois que ce sera plus les PMI. Et en phase 3, ce sont des secteurs ciblés où les parents se présentent pour des pleurs du nourrisson spécifiques, des reflux gastro-œsophagiens, d'intolérance ou même de l'épuisement parental. Alors, chacune de ces phases sont successives et on les compare à des doses de vaccins où les doses sont successives mais se cumulent pour l'effet préventif. Alors, ici, tout simplement, ça résume ce que je viens de dire. Alors, à la naissance, X1, c'est une intervention. Alors, à la naissance, on a la première dose de vaccin qui se fait en milieu hospitalier à la naissance des bébés. Les parents sortent, s'en vont dans leur communauté. Il y a une deuxième intervention chez nous de l'infirmière en communauté qui, dès sa première visite à domicile, vient dire aux parents, est-ce que vous avez eu l'enseignement de prévention des B-secoués lors de l'accouchement, lors de la naissance de votre bébé? Actuellement, au Québec, 94% des parents, au Québec, il y a 90 000 naissances par année depuis... Moi, je pense que c'est depuis 2009 déjà que le programme est implanté dans l'ensemble des centres hospitaliers du Québec. Alors, en communauté, lorsque l'infirmière de la communauté fait la première visite à domicile, elle demande aux parents est-ce que vous avez eu l'enseignement ou non à l'hôpital par la puéricultrice. Si les parents disent non, alors l'infirmière de la communauté doit compléter l'intervention. Sinon, lorsque l'enfant a entre 4 à 8 semaines de vie, et c'est ici qu'on entre dans une prévention qu'on peut dire ciblée ou secondaire, parce qu'en 4 à 8 semaines de vie, l'ensemble des communautés, des services communautaires chez nous, plusieurs voulaient offrir l'intervention de prévention qui se fait avec le thermomètre de la colère, en phase 2, en communauté particulièrement. Plusieurs voulaient offrir l'intervention à l'ensemble de leur population qui avait des nourrissons. Certains, par contre, ont choisi de cibler l'intervention aux familles dites, en guillemets, plus vulnérables. Alors, nous, au Québec, on a implanté beaucoup la phase 2, entre 4 à 8 semaines de vie, vous aurez compris pourquoi, parce qu'il y a une courbe des pleurs de nourrisson et on a des pleurs de nourrisson plus intenses entre ces semaines-là. Il y a une intervention spécifique avec le thermomètre de la colère par la communauté quand le bébé a entre 4 à 8 semaines de vie. Ensuite, la phase 3 s'insère dès que le professionnel juge ou dès que le professionnel reçoit du parent des propos en sens que le parent va lui dire « mon bébé pleure beaucoup, mon bébé a des coliques, j'en peux plus, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, j'ai changé de lait, j'ai fait ça, j'ai un petit collier, etc. et ça ne marche plus. » Alors, déjà pour nous, le parent exprime une vulnérabilité chez son bébé et peut-être aussi, c'est l'expression de sa propre vulnérabilité. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. La première phase, finalement, à l'hôpital. Ici, vous voyez tout simplement... notre personnel, en fait, c'est les 3 fiches qu'on utilise d'enseignement en milieu hospitalier. Cette intervention en milieu hospitalier a eu une recherche évaluative qu'on a fait déjà en 2008-2009, si je me souviens bien de la publication. En fait, pour vous dire qu'on a été validé, évidemment, si c'était convenable pour les parents, est-ce que c'était adéquat et pertinent pour les parents, autant dans l'intervention qu'on a évalué aussi les connaissances, la pertinence de la formation pour les professionnels. Alors, rapidement, je vais passer sur ce contenu. En fait, on a vérifié l'atteinte des objectifs du programme. Alors, vous voyez, j'ai appris des choses à 94%, nous ont-ils dit, 57% sur les pleurs, 52% sur l'émotion de la colère, 61% sur le syndrome des secoués. Qu'est-ce que vous avez retenu des stratégies d'adaptation, pleurs, colère? 97% des parents ont trouvé utile d'écrire un plan d'action. Puis je pense qu'il y a des puéricultrices que j'ai formées récemment, Jeanne Deflanque, qui sont dans la salle. Alors, je suis contente de vous partager ceci. 92% ont même été en mesure de nommer un ou plus d'un élément lorsqu'on les appelait. Et dans la recherche, on les a, évidemment, tant qu'à faire une intervention, on a décidé d'agir peut-être au bon moment. Alors même si c'est une recherche, on a décidé a posteriori d'intervenir et d'appeler faire notre questionnaire téléphonique auprès des parents quand le bébé avait 6 semaines.
Vérifier l'adéquation de la formation des infirmières. En fait, 88 à 99% des infirmières nous ont dit que c'était pertinent, c'était adéquat. Vérifier l'adéquation de l'intervention maintenant. Est-ce que c'est adéquat pour les parents? Alors, la pertinence. Les parents nous ont dit avoir apprécié dans 98%, c'est utile dans 89%, et ici, on n'aurait pas pu avoir mieux. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre montre ces chiffres-là que moi. Vous allez dire que je suis trop biaisée, mais bon, c'est écrit sur un papier scientifique. En fait, voilà. Et les infirmières nous ont aussi dit que l'intervention était adéquate à très grande majorité, que ça répondait aux besoins des parents, que les parents accueillaient bien leur intervention et que c'était à poursuivre. Bon. La prochaine puce est très importante pour moi, je le dis à chaque fois dans toutes les formations que je donne à différents professionnels. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la prévention à Sainte-Justine, en fait, c'est parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de voir des bébés souffrir, des bébés mourir et d'examiner des bébés parce que dans le cadre de mon travail en protection de la jeunesse, j'allais en visite à domicile et je faisais les examens cliniques des enfants. J'allais à l'hôpital quand ils étaient hospitalisés et j'ai commencé dans les années 90. Alors, la radiologie et les imageries diagnostiques n'étaient pas ce qu'elles sont actuellement. La formation des médecins n'était pas ce qu'elle est présentement non plus. Le dépistage, le diagnostic n'était pas rendu où on en est maintenant. Alors, c'était vraiment plus difficile de faire le diagnostic, d'émettre des mots, d'avoir une certitude de quelque part dans quel sens on s'en va. Alors, en fait, on m'avait dit, ben Sylvie, parfait, tu t'intéresses à la prévention, écris-nous un petit dépliant, puis ça va, on va donner son parole. Alors, j'ai dit non, moi je quitte, je ne vous fais pas ça, je ne crois pas à cette intervention de seulement remettre de l'information sur le papier aux parents et vous quitter. De ma formation, et probablement plusieurs d'entre vous le savez, quand vous êtes en entrevue avec un parent et que vous prenez le temps de poser vos yeux dans ses yeux et de lui dire, vous savez, c'est pas toujours facile, puis vous mettez votre main sur son épaule, c'est là que ça se passe. C'est le moment qui se passe, c'est un moment fort et c'est l'effet préventif se fait par votre action directe auprès du parent et non par les dépliants ou les affiches que vous allez utiliser. C'est difficile peut-être de faire passer ce message-là auprès peut-être des administrateurs parce que c'est plus difficile. Ça apparaît peut-être plus dispendieux de faire une intervention individuelle, mais Dieu sait combien c'est plus pertinent et utile et aidant pour les parents. Donc, pour m'assurer de rester dans mon domaine, j'ai inséré une question dans ma recherche et j'ai demandé aux parents, est-ce que la simple remise des fiches de la part de l'infirmière pourrait suffire, ou la remise des fiches pourrait-elle suffire sans l'intervention de l'infirmière? Alors, vous avez la réponse qu'ils nous ont donnée ici. 94% nous ont dit non, il faut la présence de l'infirmière ou de la puéricultrice pour l'intervention. C'est pour ça que je suis encore ici. Alors, je voulais faire un petit en fait, c'est difficile de passer outre cette littérature, bien qu'il y ait beaucoup de travaux qui ont été faits. Étonnamment, on a commencé il y a vraiment quand même plusieurs années, mais l'Événement vient de publier un truc quand même intéressant parce que pour nous, dans le programme au Québec, on intervient à l'hôpital. C'est une intervention universelle, en fait. Tous les parents ont l'intervention. L'Événement vient nous dire ici, en 2017, ben, vous devriez aussi vous intéresser vraiment aux parents parce qu'il y a plein de programmes qui existent, qui donnent de l'information à la naissance, mais c'est surtout les mères qui sont là. N'oubliez pas, les pères, il faut qu'ils soient présents parce que, comme vous l'avez mentionné, entre 60 et 70% des personnes qui commettent le geste sont de figure masculine. Bon, alors, c'est 2017. Voici les résultats d'un monitorage que nous, on fait au Québec quand on implante, qu'on a fait, qu'on continue aussi. Quand on implante le programme périnatal, chaque hôpital va monitorer. 2 minutes? Parfait. L'hôpital va monitorer, en fait, qui est présent lors de l'enseignement, père, mère, les deux, on souhaite, et combien d'interventions on fait. Alors, rapidement, simplement faire un lien avec la publication de l'Événement qui dit s'intéresser au père. Ici, on a monitoré qui est présent, et nous, ici, au Québec, dans les données que nous avons, on a 88% de présence des deux parents au moment de l'intervention de l'infirmière. En communauté, rapidement, la phase 2. Alors, la phase 2, en fait, il y a de la formation, c'est basé principalement sur le thermomètre de la colère qu'on a élaboré. En fait, le thermomètre de la colère, je pourrais en reparler parce qu'il y a d'autres ateliers que j'anime aussi après la plénière. Mais en fait, je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête du parent avant qu'il commette le geste. Et j'ai fait beaucoup d'entrevues, j'ai enregistré les propos, on a pris les propos et on a associé à des états émotifs. Et c'est comme ça, rapidement sur 10 ans de travaux,
C'est comme ça qu'on en est arrivé à identifier l'émotion qui pouvait naître, qui était la colère. Et ensuite, évidemment, comme vous savez, dans la littérature, ça nous dit l'émotion de la colère, c'est une émotion normale, universelle, que tout le monde va vivre un jour ou l'autre, comme la joie, la peine, la tristesse. Alors donc, on peut s'y intéresser et on peut en parler à tout le monde de façon universelle. Le bébé pleure, c'est universel, on peut parler des pleurs. La personne peut ressentir l'émotion de la colère, c'est universel. On peut donc parler de façon universelle de l'émotion de la colère. Alors, cet outil-là est utilisé principalement en communauté, mais la phase 3, c'est principalement utilisé en communauté, mais on l'utilise aussi dans plusieurs interventions en milieu hospitalier, dans les cliniques externes, etc. Un petit clin d'œil aussi aux écrits d'Adam Baum qui fait le lien aussi avec des propos recueillis par les parents qui avaient secoué, qui disent clairement qu'ils ont eu des sentiments de colère. La même chose ici pour le défi numéro 2 que j'ai appelé la même publication de Leventhal dit oui, vous vous intéressez à la prévention, c'est bien, vous vous intéressez aux pères, c'est bien, mais il faudrait aussi peut-être recentrer votre prévention sur, pas juste dire que c'est dangereux, pas juste dire qu'un bébé pleure, mais aussi quels sont les feelings, qu'est-ce que le parent ressent et vit durant les pleurs du nourrisson. C'est son conseil. Alors, je vous ramène au thermomètre de la colère. C'est exactement le but de l'intervention avec le thermomètre de la colère. Rapidement, une ou deux dernières diapositives. En fait, on a mesuré les interventions avec le thermomètre de la colère. Il y a 2 types d'interventions qu'on a testées. Une qui est beaucoup plus longue, l'autre courte, brève, qu'on a écrit ici. En fait, c'est un poster qu'on a présenté à Vancouver, un congrès international de pédiatre. Alors, ce que ça dit finalement, l'intervention complète prend à peu près plus de 30 minutes, l'intervention brève, moins de 30 minutes, en fait. Alors, ce que ça dit, c'est qu'en moyenne, sur un score de 4, l'intervention est évaluée par les professionnels à 3,3 sur 4 comme importance de participation des parents. L'autre évaluation, l'utilité perçue des professionnels de cette intervention. Alors, l'intervention complète est aussi perçue comme étant plus importante comme effet préventif que l'intervention courte. Et je vous dirais ici, je ne l'ai pas montré, mais dans ce qui était le plus intéressant, mais on doit continuer à avoir des données, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y aurait, dans ce qu'on a actuellement, une tendance à dire que les pères ont particulièrement apprécié l'intervention individuelle complète versus la brève. Et la phase 3, j'en parlerai pas beaucoup, mais on vise vraiment la prévention en partant des pleurs du nourrisson, et c'est les parents qui viennent, comme je vous ai dit, avec différents thèmes entourant leur bébé. Merci Sylvie Fortin du CHSU Sainte-Justine à Montréal. Merci à nos intervenants de cette séance plénière, le professeur Mathieu Vinchon, neurochirurgien. Je dois absolument vous remercier tous et chacun qui avez rempli un petit questionnaire à l'arrivée, parce que je suis la coupable. Et je remercie infiniment Dr Vinchon, Mme Gobert, tous ceux qui ont collaboré à l'établissement de ce questionnaire, parce qu'en fait, c'est un questionnaire que je fais passer aussi au Québec. Et on avait envie de voir vos croyances, vos propos aux mêmes égards qu'on fait au Québec. Alors, je vous remercie infiniment et Mme Gobert aussi.